Bien? Oui. Donc bienvenue à l'Institut Henri Poincaré. Alors je vais commencer par une petite question. Qui parmi vous est déjà venu à l'IHP? Ok. Et qui n'est jamais venu à l'IHP? Ok, à peu près moitié-moitié. Donc bienvenue à tout le monde, à ceux qui connaissaient déjà la maison et à celles et ceux aussi qui découvrent ce soir. J'espère que vous aurez plaisir à découvrir l'IHP et à y revenir. Donc nous organisons régulièrement des événements à destination de tous les publics, par exemple donc ces conférences qui ont lieu les soirs. Et nous organisons aussi beaucoup d'événements pour des scolaires. Et dans quelques mois, à partir de la fin du printemps, l'IHP aura également un espace muséal qui s'appellera la Maison Poincaré, qui sera dans le bâtiment juste en face. Vous avez certainement vu les travaux quand vous êtes rentré dans le campus. Donc il y aura encore plus d'événements à destination de tous les publics à partir de, on va dire, la rentrée prochaine, à partir de septembre prochain. Et vous serez évidemment les bienvenus. Et aujourd'hui, donc pour cette conférence, nous allons parler de gravité quantique, de physique théorique. Je vais laisser Dominique Moina, qui est directeur adjoint de l'Institut Henri Poincaré et physicien, parler un peu plus de la thématique et de notre orateur. Juste avant, je voulais vous prévenir donc, que la conférence est captée. Elle n'est pas retransmise en direct, mais elle est captée pour être mise en ligne plus tard sur YouTube et sur carmin.tv, qui est la plateforme audiovisuelle de l'IHP. Et je vous préviens également qu'il y a une personne qui va passer en haut de l'amphi pour filmer avec une caméra à l'épaule. Ne vous inquiétez pas, le public n'est pas filmé, vous serez juste de dos. C'est surtout l'orateur et sa présentation qui seront filmés. Voilà, donc je vais laisser la parole à Dominique Moina pour vous parler un peu plus du trimestre qui a lieu en ce moment à l'IHP et de cette conférence. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par quelques mots sur l'Institut tout d'abord. Et donc, je tiens à vous souhaiter, donc, au nom de Sylvie Benzoni, directrice de l'Institut, et donc moi-même, la bienvenue ici entre ces murs. Donc, je vais revenir sur, pour ceux qui ne connaissent pas, les quelques missions de l'Institut. Donc, une mission historique, c'est la rencontre entre chercheurs et au niveau international. Donc, il y a périodiquement des programmes thématiques dans lesquels des chercheurs se retrouvent, les chercheurs du monde entier, et ça peut durer plusieurs semaines, entre 3 et 12 semaines. Donc ça, c'est vraiment une des activités historiques de l'Institut. C'est le centre Émile Borel, qui est le département en charge justement d'organiser ces grands programmes thématiques, dont ce Quantum Gravity Round géographie fait partie. Une des autres missions de cet institut, c'est donc constitué par le fonds d'ouvrages et de périodiques. C'est la bibliothèque, qui est une bibliothèque historique qui possède un fonds extrêmement important et qui est dirigé par Naïra Gilles-Condé, donc un fonds très important de périodiques et d'ouvrages de mathématiques, de physique théorique et aussi de philosophie des sciences. On vous invite à aller visiter si vous avez l'occasion. Et puis plus récemment, donc, on a développé ici une activité donc, de popularisation des mathématiques. Il y a un département donc, qui est dédié à cette question, c'est donc la Maison Poincaré. Et cette activité va se concrétiser, donc, comme le disait Adrien, dans quelques mois par l'ouverture d'un musée dans le bâtiment d'en face. Et on vous invite aussi à y venir si vous êtes intéressés. Donc par ailleurs, ici, on accueille aussi des rencontres plus informelles qui sont donc organisées soit par des chercheurs nationaux, donc en mathématiques et en physique théorique, soit par des associations et des fondations. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des activités de l'Institut se trouve ici. Et donc pour en venir à notre invité d'aujourd'hui, donc ça se place dans le contexte d'un trimestre, en fait il s'agit plutôt de 6 semaines de conférences et donc de cours qui sont centrés autour de ces questions de gravité quantique. Donc en fait, il y aura donc des cours qui sont cette fois-ci destinés plutôt à un public spécialisé et puis entrecoupés de ce qu'on appelle des workshops, c'est-à-dire des écoles où il va y avoir des exposés, eux, qui sont aussi plus spécialisés. Voilà. Donc dans ce contexte, on reçoit François David, donc, qui est chercheur à l'Institut de physique théorique du CEA à Saclay, et qui est un spécialiste donc à la fois de la théorie des champs et de la géométrie aléatoire et des questions de gravité quantique. Donc là, il va vous parler de ce sujet aujourd'hui avec, je pense, sans du tout de technique et de façon tout à fait abordable pour vous. Voilà, donc je vous propose de l'accueillir et de l'applaudir. Alors,
Merci beaucoup, merci à Dominique et à Adrien. Je suis très honoré de parler dans ce cadre-là de l'Institut Henri Poincaré et d'essayer de faire un exposé pour le grand public. Alors c'est ma première expérience dans ce domaine, donc j'espère que je vais satisfaire le cahier des charges. J'ai essayé en tout cas. Et donc, le titre de mon exposé s'appelle « Gravité quantique, l'espace-temps est-il aléatoire ?» Et je vais essayer de couvrir quelques aspects des questions qui sont traitées entre scientifiques, donc entre chercheurs, étudiants-chercheurs et chercheurs confirmés. Alors, je vais essayer de vous expliquer, si possible avec des images, donc avec des analogies, qu'est-ce que les physiciens théoriciens, et puis les mathématiciens d'ailleurs, les physiciens expérimentaux, entendent par gravité, par quantum gravity, par espace-temps et par géométrie aléatoire. Alors, pour ça, je vais parler en fait d'abord d'espace-temps. Je vais essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'espace-temps, quelle est sa relation avec la gravité. Les deux grands noms que je vais évoquer, c'est Newton et Einstein. Ensuite, je vais parler un peu de mécanique quantique pour vous expliquer qu'est-ce que la mécanique quantique pose comme problème lorsqu'on veut la fondre avec la théorie de la gravité. Alors, ça ne va pas être un exposé sur la physique quantique, ça nécessiterait un autre exposé. Il y a des gens mieux placés que moi pour le faire, à l'école normale, un peu partout. Et puis, je vais parler un peu de géométrie aléatoire à la fin de l'exposé pour vous introduire à quelques problèmes. Voilà. Alors, je vais essayer de faire marcher ça. Alors, d'abord, le grand nom, c'est évidemment Isaac Newton, parce qu'à la fin du XVIe siècle, en fait, non, c'est 1687, excusez-moi, il y a une première erreur, c'est 1687, Newton découvre que la gravitation est une force universelle. C'est une force qui s'exerce entre tous les corps massifs, et sa grande découverte, par exemple, c'est simplement qu'une pomme qui tombe, c'est la même force que celle qui fait que la Lune, est-ce qu'elle va tourner, que la Lune tourne autour de la Terre. Excusez ce petit dessin animé assez misérable, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. Et donc, sa loi, j'ai écrit une première équation. La loi dit que la force d'attraction entre deux corps, elle est proportionnelle au produit de la masse des deux corps, c'est M1 et M2, la masse de la pomme et la masse de la Terre, ou la masse de la Terre et la masse de la Lune, divisée par le carré de la distance. Et là, il y a une constante qui est la constante d'interaction, la constante de Newton, qui est un nombre très petit, c'est 6, 10-11. 10-11, ça veut dire 0,10 zéros et un 6. Donc c'est un nombre à nos échelles qui est très petit. La force de gravitation est quelque chose de très faible, mais comme la masse des objets célestes est très grosse, on la sent. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'espace et le temps? Alors, en fait, c'est la découverte de Newton. Une autre grande équation de Newton, c'est F égale m gamma, si ça vous dit quelque chose du lycée, qui dit que lorsqu'on soumet un corps de masse m à une force F, son accélération, c'est gamma. Gamma, c'est l'accélération, c'est la force divisée par la masse. Et ça veut dire simplement que si vous poussez un caddie vide, il prend de la vitesse très vite, et si vous poussez un caddie plein, il faut pousser, ça prend du temps. C'est ça que ça veut dire. Pour nous, maintenant, on l'expérience tout le temps. Voilà. Et en fait, c'est relié sur le fait que la relativité du mouvement de Galilée, à peu près plus de 50 ans avant, avait découvert que, en fait, quand vous faites tomber une pomme, ou si vous la faites tomber dans un bateau, la personne qui est dans le bateau, elle voit la pomme tomber verticalement. Alors que vous voyez la pomme qui tombe en même temps que la personne. Alors ça, c'est une remarque aussi non triviale à l'époque. Et ça conduit à un concept qui est le concept d'espace-temps, que j'appelle espace et temps newtonien. Alors ça, c'est une dénomination qui est de mon cru, donc vous la trouverez sans doute pas dans les bouquins, et des gens vont dire, mais non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est que l'espace-temps newtonien? Ça consiste à représenter le mouvement d'un objet. Par exemple, ici, j'ai un petit bonhomme, voilà, et il va se déplacer dans une direction. Donc, l'espace, il est unidimensionnel, c'est le long de ce tableau noir, et je vais marcher le long de ce tableau noir, et comme ça, hop, voilà, je marche le long du tableau noir. Bon,
Et alors, évidemment, je marche et pendant que le temps s'écoule. Donc, on peut représenter ce mouvement par un diagramme d'espace-temps, là, qui est représenté là, donc, dans lequel j'ai représenté ici en abscisse, c'est là, excusez-moi, en abscisse l'espace, en ordonnée le temps, et voilà à quoi correspond le mouvement. La personne avance avec le temps dans la direction de l'espace, puis après elle repart en arrière, et elle décrit une courbe dans l'espace-temps, qui est une droite comme ça, puis après une droite qui va dans l'autre sens. Donc voilà. Donc l'espace-temps, ça consiste simplement à représenter une suite d'événements, la suite des pas que je fais lorsque je marche le long du tableau noir. Ça consiste à la représenter comme une suite d'événements, une suite de points, donc une courbe dans un diagramme dans lequel une des coordonnées c'est l'espace, une des directions c'est l'espace et l'autre c'est le temps. Donc voilà ce que c'est que l'espace-temps. C'est un objet un peu mathématique. C'est le cadre dans lequel on représente des suites d'événements. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Alors, en fait, donc c'est ça, c'est la représentation. Et en fait, on peut déjà... Alors, évidemment, notre véritable espace-temps newtonien, c'est 3 dimensions d'espace. Devant, à côté, en haut, plus le temps. Donc, l'espace-temps est à 4 dimensions. Mais dans cet espace-temps, dans la physique classique de Newton, l'espace et le temps sont des concepts absolus. Alors, il y a eu une discussion d'ailleurs entre 2 grands philosophes et scientifiques, Newton et Leibniz. Est-ce que l'espace et le temps sont des absolus ou est-ce que c'est quelque chose qui est relié à l'existence de la matière et des choses qui se passent? Leibniz pensait plutôt la deuxième chose et en fait il s'avère que c'est plutôt lui qui avait raison. Maintenant, et ça c'est grâce à Albert Einstein. Alors où est-ce qu'il est, mon Albert Einstein? Voilà. Alors en 1905, une des grandes révolutions de la physique du XXe siècle, c'est la découverte de la théorie de la relativité ou l'invention de la théorie de la relativité par Albert Einstein à la suite de travaux de nombreux chercheurs, dont notamment Henri Poincaré. Alors, Albert Einstein, en 1905, réalise que l'espace et le temps, l'espace et le temps ne sont pas absolus. Il y a quelque chose qui est absolu, qui est un concept d'espace-temps. Là, c'est vraiment espace-temps, parce qu'il forme quelque chose d'indissociable. Et ce qui est absolu dans notre espace-temps dans lequel on le vit, c'est la vitesse de la lumière. Alors, la vitesse de la lumière dans le vide, la vitesse de la lumière, elle se déplace à 300 000 km/s, ce qui fait un grand nombre, 10 puissance 8 en mètres. Mais essentiellement, c'est pas si grand que ça, puisque la lumière, pour aller de la Terre à la Lune, met un peu plus d'une seconde. Bon, la Lune, on la voit, voilà. Bon, mais c'est quand même... on ne se déplace pas à des vitesses proches de la lumière. Alors évidemment, une des conséquences très importantes, c'est que la masse et l'énergie ne sont pas non plus des concepts indépendants, je ne vais pas expliquer comme ça, mais Einstein est arrivé à cette fameuse équation, peut-être la plus fameuse équation de la physique, que l'énergie d'un corps de masse m est proportionnelle à mc2, où c la vitesse de la lumière. Voilà. Alors, donc ça conduit à un concept qui est déjà plus subtil, mathématiquement plus intéressant, qui est l'espace-temps d'Einstein. Parce que reprenez le diagramme de l'espace-temps de Newton, dans lequel vous représentez votre espace comme une direction dans l'espace-temps, le temps dans une autre direction. Et maintenant, dans cet espace-temps, il y a quelque chose qui est invariant, c'est le trajet d'un rayon lumineux, le trajet d'un photon. Alors là, je l'ai mis dans des unités dans lesquelles, par exemple, si l'unité I, c'est 1 mètre, ça, c'est l'unité de temps que parcourt la lumière en 1 mètre, ce qui est très petit, mais c'est mesurable. On sait maintenant, dans les laboratoires de physique atomique, avec des lasers et tout, voir que la lumière parcourt 1 mètre, et le trajet d'un photon, s'il va dans cette direction-là, c'est une droite de pente 1. Et s'il va dans ce sens-là, c'est cette droite, mais de pente moins 1. Alors, c'est ce que les physiciens appellent le cône de lumière, parce qu'en fait, si on était à 2 dimensions d'espace, ça serait un cône. Si l'espace était un plan, le temps était une droite, ça serait un cône. Donc, il s'appelle ça le cône de lumière. Et imaginez que je suis à l'instant 0, ici,
dans cette position 0 dans mon espace. Je suis au milieu de la pièce. Et bien, quand le temps évolue, le futur, c'est l'ensemble des événements sur lesquels je peux influer en envoyant quelque chose. Et par exemple, si je reste là, puis j'attends 1 seconde, je suis là. 2 secondes, je suis là. 3 secondes, je suis là. 4 secondes, je suis là. Si j'envoie un photon, un rayon lumineux, ben il est là, il est là, il est là. Et si j'envoie quelque chose qui va moins vite que la lumière, ben je peux taper. S'il y a une bille qui est là, si j'envoie quelque chose, paf, je l'atteins et je peux la modifier. Donc ça, c'est mon futur. C'est ce que je peux modifier. De même, j'ai mon passé, qui est ce qu'il y a en dessous dans mon cône de lumière. Et il y a quelque chose qui est l'espace, qui est ce qui s'appelle l'ailleurs en physique, par les physiciens. Réalisé, vous voyez que si vous voulez que dans 1 seconde, je touche une bille qui était là, ben, je ne peux pas le faire parce qu'il faudrait que j'envoie quelque chose qui va plus vite que la vitesse de la lumière, et la théorie de la relativité me dit qu'on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Sinon, on a de très gros ennuis avec la causalité, on peut voyager dans le temps, on peut aller tuer son grand-père, donc on n'aime pas du tout ça. La physique s'écroule. Voilà, donc maintenant dans l'espace-temps d'Einstein, il s'appelle Einstein-Minkowski parce que Minkowski est le mathématicien qui a aidé Einstein à formuler ça. L'espace-temps, il est séparé en 3 régions. Il y a le futur, il y a le passé et il y a l'ailleurs. Voilà. Alors évidemment, ce futur, il évolue voilà. Donc en fait, il y a l'ailleurs, le passé, le futur. Et si j'ai un observateur en mouvement uniforme, si j'ai un observateur qui va à la moitié de la vitesse de la lumière, là, son mouvement dans mon repère, c'est une droite, la droite bleue de pente 2. Donc voilà son temps, voilà son espace, voilà son cône de lumière. Son cône de lumière est le même que le mien, son futur et son passé sont le même que le mien, mais ce qu'il doit considérer comme l'espace et comme le temps, eh ben, c'est un système de coordonnées différent. Et ça, c'est ce qu'implique la théorie d'Einstein, et ça implique le ralentissement, le paradoxe des jumeaux de Langevin, etc., des tas d'effets relativistes très connus. Voilà. Alors, à côté de ça, l'espace-temps de Newton et de Galilée, ben, c'est quelque chose de beaucoup plus simple, puisque si je suis là, voilà le futur, c'est les temps futurs, voilà le passé, et le cône de lumière, ben, c'est une droite, parce que la lumière a une vitesse infinie dans la théorie de Newton. Donc, en un temps 0, mon rayon de lumière il peut être là, là, là et là. Voilà. Mais on vit dans cet espace-temps-là. Voilà. Donc j'espère avoir donné une idée de ce que les physiciens appellent espace-temps dans la théorie de la relativité restreinte. Alors, maintenant, pendant 10 ans, Einstein a essayé de concilier ça avec la théorie de la gravitation, parce que la gravitation, dans la théorie de Newton, la gravité se propage à une vitesse infinie. Donc c'est incompatible. Donc il a travaillé très dur, bien qu'il ait été Einstein, donc génial, et il est arrivé au bout d'une dizaine d'années à la théorie de la relativité générale, qui est une des théories les plus belles théories physiques qui existent. Alors j'ai mis une équation, mais ne soyez pas effrayés par cette expression. Ce qu'il a découvert, c'est qu'en fait, l'espace-temps, ce n'est pas cette espèce de plan que j'ai avec des systèmes de coordonnées qu'on peut changer, mais par des transformations linéaires. Il est dynamique. Il a une espèce de métrique interne et il interagit avec la matière et l'énergie. Donc l'espace-temps n'est pas plat, mais il a une géométrie interne. Alors les mathématiciens disent qu'il a une métrique, mais métrique, ça veut dire qu'il a une géométrie interne, et cette métrique a sa dynamique, elle évolue avec le temps. En particulier, comme cet espace... Alors voilà une représentation, c'est des représentations qu'on trouve dans les livres, c'est une représentation graphique, donc il faut faire attention, la réalité est plus compliquée que ça, mais voilà un exemple d'espace-temps qui a une métrique, il est courbé, et ça c'est par exemple la courbure de l'espace-temps induite par la présence d'un objet très massif, par exemple un trou noir ici. Donc l'espace-temps est déformé par la présence d'un objet massif, et c'est l'espace et le temps qui sont courbés, et une particule va tourner autour d'un objet massif parce qu'en fait, elle va tout droit dans l'espace-temps courbe. L'espace-temps est courbe et dans cet espace-temps, la particule va tout droit. Et ce qui explique pourquoi la gravitation, c'est la même que l'inertie.
Donc ça s'explique pourquoi la masse inertielle qui intervient dans l'équation que j'ai montrée tout à l'heure, F égale m gamma, force égale masse fois accélération, c'est la même masse que celle qui intervient dans la force de Newton de gravité, ce qui était un grand, grand mystère. Alors, la dynamique de cette... Comment est-ce que la courbure de l'espace-temps évolue avec le temps? C'est contenu dans une très belle équation qui s'appelle les équations d'Einstein. Alors, voilà, j'ai écrit ces équations, ne soyez pas effrayés. Ça, c'est des objets assez compliqués, mais en gros, R, c'est des objets mathématiques qui décrivent la courbure de l'espace-temps. G mu, c'est ce qui décrit la métrique de l'espace-temps, donc la géométrie, mais la courbure est reliée à la métrique. T mu, c'est ce qui décrit le contenu en matière et en énergie de la matière. Par exemple, voilà un trou noir, il a un T mu, s'il y a une particule qui tourne, un T mu. Et on retrouve une quantité qui est juste proportionnelle à la fameuse constante de Newton, parce qu'on est en train de décrire une théorie de la gravité, mais une théorie de la gravité d'Einstein. Voilà. Donc cette équation, ça nous dit courbure de l'espace-temps égale contenu en énergie-matière. Et cette équation est une magnifique équation qui prédit beaucoup de choses. Elle prédit l'existence des trous noirs, elle prédit l'existence des ondes gravitationnelles. Et alors, je vais vous expliquer un peu, si vous n'êtes pas mathématicien ou si vous l'avez oublié, qu'est-ce qu'on entend par courbure. Alors, courbure dans l'espace, si on a un espace, dire qu'il a une courbure, c'est quelque chose qu'on comprend un peu parce que, vous voyez, par exemple, imaginez que vous avez un bout de sphère. Si vous dessinez un triangle sur la sphère, ce qu'on appelle un triangle sphérique, c'est-à-dire si vous prenez 3 points et vous dessinez la droite qui à la plus courte distance, qu'on appelle une géodésique entre ces 3 points, vous obtenez un triangle sphérique. Et si vous calculez la somme des angles, vous trouvez quelque chose qui est plus grand que pi. Alors que vous avez appris, on apprend en géométrie depuis Euclide, c'est un des résultats qu'on trouve dans les éléments d'Euclide, un livre qui a 2500 ans, que la somme des angles d'un triangle, c'est égal à pi. Et si on a une surface qui ressemble, par exemple, vous avez une selle de cheval, je sais qu'il y a des gens ici qui font du cheval dans cette salle, eh bien, si vous faites la même chose, vous trouvez que vous avez un triangle qu'on appelle un triangle hyperbolique, la somme des angles est plus petite que pi. Alors, ça veut dire qu'en fait, que la courbure de cette surface, la courbure intrinsèque, elle est positive, la courbure ici, elle est nulle, et la courbure de cette surface est négative. Et en gros, en fait, il y a un magnifique théorème de mathématiques, donc qui est une des versions d'un théorème de Poincaré d'ailleurs, qui dit que l'angle de défaut, la différence entre la somme des angles du triangle et pi, c'est proportionnel à la quantité de courbure qu'on a à l'intérieur du triangle. Voilà. Donc, en gros, la courbure d'un espace, c'est relié à qu'est-ce qui se passe quand vous vous déplacez le long d'un triangle ou d'un contour. Alors, l'espace est courbé dans la théorie d'Einstein, mais le temps aussi est courbé. Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce que c'est essentiel pour comprendre la théorie d'Einstein. Et c'est un petit peu plus difficile à comprendre, mais en fait, c'est lié à un effet qui s'appelle l'effet Einstein, qui est l'effet de décalage temporel dans un champ gravitationnel, qui est un effet qu'Einstein a prédit 2 ans après la relativité restreinte, en 1907, quand il a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait rendre la théorie de la gravité de Newton compatible avec... Il a découvert cet effet, et après, ça lui a pris du temps pour comprendre comment le formaliser pour arriver à ces équations. Alors, je vais vous l'expliquer. Vous avez 2 personnes, disons Alain et Béatrice, qui sont en bas de la tour Eiffel et qui synchronisent leurs montres. Des montres qui sont très précises. Pas des montres trucs, mais en gros, ça doit être des horloges atomiques très, très précises. Et alors, le bleu, c'est Alain. Donc, voilà un diagramme d'espace-temps. Ça, c'est le temps, ça, c'est l'espace, c'est l'altitude. Et il y a un champ gravitationnel. Si vous lâchez une boule de la tour Eiffel, elle tombe. Donc la tour Eiffel est dans un champ gravitationnel. Alors, vous voyez, Alain, ils synchronisent leur montre, et puis Alain, il monte en haut de la tour Eiffel et il attend que Béatrice le rejoigne. Alors, Béatrice, elle reste un certain temps, par exemple 1 heure en bas, et puis elle monte. Et à ce moment-là, ils comparent leurs montres. Et la théorie et l'expérience, en fait, montrent que la montre de Béatrice retarde sur celle de Alain. Ça correspond à un effet de courbure de l'espace-temps, parce que ça correspond à comparer 2 trajets dans l'espace-temps, un trajet dans lequel Béatrice se déplace dans l'espace, dans le temps, parce qu'elle laisse le temps passer, puis elle se déplace dans l'espace en montant en haut de la tour Eiffel, alors que Alain se déplace dans l'espace d'abord, il monte en haut de la tour Eiffel, et puis il se déplace dans le temps, parce qu'il laisse le temps passer. Et à cet effet-là,
il y a un décalage temporel qui est associé à une courbure de l'espace-temps, mais à une courbure qui est en partie dans la direction du temps de l'espace-temps. Donc l'espace-temps, il est à la fois courbé dans l'espace et courbé dans le temps en présence d'un champ gravitationnel. Voilà. Alors une chose importante que je rappelle là, c'est que quand on parle de courbure, on parle de courbure intrinsèque à un espace. On ne parle pas de courbure d'un espace représenté dans un espace de dimension plus grande, ce qu'on fait tout le temps pour dessiner des dessins, comprendre, visualiser. Par exemple, vous prenez une feuille de papier et vous la roulez. Alors vous dites, ah ben elle est courbée. Mais pour un mathématicien, sa courbure intrinsèque est nulle parce que vous pouvez la plaquer sur une table sans changer. Par contre, si vous avez un bout de coquille d'œuf et que vous essayez de le plaquer sur une table, il se déchire. Il a une courbure positive. Et si vous prenez une selle de cheval et que vous essayez de la plaquer, bon, elle n'est pas en cuir mais en papier, vous essayez de la plaquer sur le sol, la plaquer sur la table, elle fait des plis parce qu'elle a une courbure négative. Voilà. Bon, donc voilà un peu à quoi correspond le concept de courbure de l'espace-temps. Alors, l'espace-temps, il a 4 dimensions, donc la courbure, c'est un objet beaucoup plus compliqué, mais en gros, c'est des généralisations mathématiques de ces choses, de ces faits. Voilà. Bon. Alors, les effets de la relativité générale ils sont observables, ils sont observés. On sait qu'il existe, excusez-moi, des mirages gravitationnels. On sait qu'il existe des trous noirs, on les a observés. On sait qu'il existe des ondes gravitationnelles. Un trou noir, alors une chose importante, je vais avoir un peu besoin, c'est qu'un trou noir, est un objet. Désolé. C'est un objet qui a un rayon où la métrique, il se passe des choses bizarres. Très près du trou noir, à une distance qui est ce qu'on appelle le rayon de Schwarzschild, qui est donné par cette formule. Ça va être la dernière formule que je vais vous montrer. Il est proportionnel à la constante de Newton. La masse du trou noir est divisée par, comme toujours, la vitesse de la lumière. Et par exemple, pour le Soleil, le rayon de Schwarzschild, si le Soleil devenait un trou noir, son rayon de Schwarzschild, ça c'est 3 km. 3 km, c'est la taille de Paris-Centre. Bon. Voilà, on va reparler de rayon de Schwarzschild un peu plus loin. Bon, donc voilà, j'ai fini pour vous expliquer un peu quelle est la relation entre la géométrie, la courbure et l'espace-temps et la gravité. J'espère que vous suivez. Donc, je suis à peu près dans mes temps. Donc, on va passer maintenant à est-ce que ceci est compatible avec la mécanique quantique? Parce que la deuxième révolution, qui est en fait, on peut considérer comme une révolution encore plus importante que la découverte de la relativité par Einstein, c'est la découverte de la physique quantique, qui a complètement bouleversé la physique, et la chimie, et l'astrophysique, et toutes les sciences, et la philosophie d'ailleurs, parce que de la fin du XVIe siècle, du XVIIe siècle jusqu'au début du XXe siècle, décidément, j'ai des problèmes avec la manipulation de la physique était classique et ses lois sont complètement déterministes. Vous avez une boule de billard, vous savez où elle est, vous lui donnez une impulsion, elle se déplace. A priori, vous pouvez dire où est-ce qu'elle va avec une précision arbitraire. Mais entre 1900 Planck et 1930, la grande époque, les physiciens ont découvert que le monde, à l'échelle atomique, il n'est pas du tout classique, il est quantique. Et ça, il y a des jeunes et des moins jeunes physiciens et mathématiciens qui sont plongés avec délectation et qui ont compris ce qu'il fallait faire. Et il y a des gens qui ont découvert leur corps défendant, en particulier Einstein, qui, bien qu'il ait été à l'origine de la révolution quantique, parce que c'est lui qui a introduit le concept de photon et de quantification du rayonnement avec Planck, et il a toujours essayé de trouver une faille dans la mécanique quantique. Il a été d'ailleurs très très utile pour les développements parce que les gens comme Bohr, ils avaient quelqu'un comme Einstein en face d'eux qui disait « oui, mais ça ne va pas marcher à cause de ça ». Et il fallait qu'ils pensent et qu'ils disent « mais non, Albert, je suis désolé, mais ça marche ». À ce moment-là, ils venaient avec une autre objection. Donc, il faut des gens comme ça. Alors, le monde quantique, il existe ce qu'on appelle un indéterminisme qui est intrinsèque, irréductible. C'est ce que, par exemple, un théoricien de Genève, Nicolas Gisin, appelle l'impensable hasard. Impensable, ça veut dire qu'on a du mal à le penser avec nos outils de pensée habituels, mais il est parfaitement rationnel, il est contre-intuitif, mais il est rationnel. Et en fait, la physique quantique est une théorie qui tient à cause de ses mathématiques. Alors, cet indéterminisme, il est quantifié par un autre nombre,
qui est ce qu'on appelle la constante de Planck, qui est une énergie multipliée par un temps. Alors ce nombre, on l'appelle H et il vaut 6 10-34. C'est vraiment un nombre très très petit, c'est beaucoup plus petit que la constante de Newton dans nos unités habituelles. Donc les phénomènes quantiques, on les voit la plupart du temps qu'à l'échelle des atomes ou de la physique des hautes énergies. Et la physique classique, c'est vu par la plupart des gens comme une approximation valide pour des systèmes dans lesquels les effets des cohérences quantiques dus à l'existence de ce facteur H bar peuvent être négligés. Alors, voilà un des premiers grands hommes de la mécanique quantique, c'est Werner Heisenberg, qui a en particulier découvert les relations d'incertitude, qui dit que pourquoi est-ce que c'est indéterminisme ? C'est parce que vous ne pouvez pas dire avec une précision infinie qu'est-ce que c'est que la position d'une particule, delta x, c'est l'incertitude sur la position d'une particule et l'incertitude sur sa vitesse. Alors, pour une particule de masse m, le produit de la masse par l'incertitude, l'imprécision sur la vitesse et l'imprécision sur la position doit être supérieur ou égal à h divisé par ce facteur 4pi. Voilà. Donc vous ne pouvez pas déterminer infiniment précisément la position et la vitesse d'une particule. De même, vous ne pouvez pas préciser son énergie et à quel moment elle va passer, par exemple, dans votre détecteur. Delta t, c'est l'imprécision sur le temps de votre mesure, et delta e, c'est l'imprécision sur l'énergie. Alors j'avais mis simplement qu'un joule, pour ceux qui ne savent pas, une seconde, on sait ce que c'est. Un joule, en fait, c'est typiquement de l'ordre de la puissance de la LED, la petite LED d'un téléphone portable quand vous éclairez. Voilà. Donc c'est quand même une énergie qui n'est pas très grande. Mais bon, c'est une énergie... Voilà. Alors, maintenant, un peu de formalisme. Pour faire de la mécanique quantique, il faut faire des maths. Il faut apprendre les mathématiques de la mécanique quantique. Et comme on a justement du mal à penser la mécanique quantique, il faut faire des maths. Alors, elle est formulée par ce qu'on appelle des états quantiques, qu'on appelle souvent, dans cette notation de Dirac, il y a une barre, psi, c'est un lettre grec pour désigner un état quantique, et puis il y a cette fermeture de truc, c'est ce qu'on appelle un ket. Et par des amplitudes de probabilité, donc comme la physique quantique est une théorie avec de l'indéterminisme, elle donne des probabilités d'événements. Et ces probabilités sont déduites par quelque chose d'un petit peu compliqué, ce que les mathématiciens et les physiciens appellent des amplitudes de probabilité. Alors, je ne vais pas écrire ce que c'est, mais voilà. Alors, ces états et ces amplitudes, elles peuvent être décrites de différentes manières. Il y a des façons de les visualiser mathématiquement et de faire des calculs avec, qui sont plus ou moins commodes, mais qui sont mathématiquement équivalentes. Alors, l'une, c'est les fameuses fonctions d'onde qui ont été découvertes par Schrödinger en 1925, qui sont des fonctions dans l'espace. Donc, en gros, un état quantique, par exemple, pour une particule, si j'étais un objet quantique qui me déplaçait le long de mon tableau noir, en fait, je serais une fonction d'onde délocalisée dans l'espace. Je serais un peu là, un peu là, un peu là, avec un peu voulant dire d'une façon mathématique un peu subtile. Et voilà, psi, c'est une fonction dans l'espace qui donne l'amplitude de probabilité que j'ai d'être à différents points le long de mon tableau noir. Et là, je suis décrit par une certaine fonction d'onde, et si je bouge, ma fonction d'onde, elle évolue avec le temps parce qu'elle bouge avec moi. Et l'évolution avec le temps de cette fonction d'onde, là, ça c'est la fonction d'onde au temps 0, c'est la fonction d'onde au temps t, elle est donnée par une équation qui s'appelle l'équation de Schrödinger, qu'on apprend la première année de mécanique quantique. Bon. Voilà. Alors, il y a une formulation qui est mathématiquement équivalente et qui est pour certaines choses plus commode, qui a été donné plus tard par Richard Feynman. Alors voilà Erwin Schrödinger, voilà Richard Feynman, un des grands physiciens du XXe siècle. On peut représenter mon évolution le long du tableau noir de façon semi-classique, enfin, ou pseudo-classique, en disant que mon déplacement quantique, si je suis une fonction d'onde qui me déplace, là, je suis un objet quantique, vous ne me voyez pas très bien, en fait, je suis dans une superposition d'états classiques qui sont représentés par des points dans différentes couleurs. Et là, c'est dans un diagramme d'espace-temps. Mon évolution, je suis une superposition d'histoires classiques, chacune représentée par une histoire. Donc, rappelez-vous, une trajectoire dans l'espace-temps. Maintenant, mon temps, il est horizontal et mon espace est vertical au lieu de l'opposé tout à l'heure. Et il y a des interférences quantiques entre ces différentes histoires classiques. Alors, je ne vais pas expliquer exactement qu'est-ce que c'est qu'une interférence quantique, mais c'est une espèce de somme de ces amplitudes de probabilité que nous, physiciens et les mathématiciens, savent très bien définir. Voilà.
Et ça donne une image, une visualisation de qu'est-ce que c'est que l'évolution d'une fonction d'onde, et donc par une somme sur les histoires, et chaque histoire, c'est des chemins dans l'espace-temps. Donc ici, vous voyez, l'espace-temps intervient. On a une description de la physique quantique dans l'espace-temps, et pas seulement dans l'espace, comme une fonction d'onde de Schrödinger. Voilà. Alors, cet espace-temps, c'est évidemment l'espace-temps de Newton. Bon. Passer à l'espace-temps de Minkowski, c'est quelque chose de plus compliqué qui a été fait. Voilà. Alors, et ça va intervenir. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, la physique quantique, c'est un domaine passionnant, avec beaucoup d'applications. Je ne vais pas parler de physique quantique, je vais juste vous dire qu'est-ce que ça implique pour la gravitation. Alors, dès le début, la fin des années 40, les physiciens théoriciens, les plus grands noms, ont commencé à se dire mais comment est-ce qu'on peut rendre la gravité compatible avec ça? Alors, le problème, c'est que, voilà, il a été réalisé très tôt que la gravitation doit être quantifiée parce qu'à des distances très petites et des énergies très hautes, les effets quantiques dans la gravitation ne peuvent pas être négligés. Et j'ai expliqué ça sur un exemple très simple avec des choses. Alors, vous voyez, imaginez que vous essayez de voir qu'est-ce qui se passe dans l'espace-temps à une échelle très petite que je vais appeler LP. Pour ça, il faut que j'envoie des particules de très haute énergie, parce que les particules de très haute énergie, elles ont une très petite longueur d'onde, et donc c'est seulement avec des particules de très haute énergie, avec une très petite longueur d'onde quantique pour leur fonction d'onde associée, que je vais pouvoir sonder l'espace-temps à une échelle L. Voilà. Alors, il se trouve que si on veut sonder ce qui se passe dans l'espace-temps à une échelle L qui est appelée la longueur de Planck, qui est de l'ordre de 10 puissance moins 35 mètres, donc c'est vraiment minuscule, on ne peut pas l'observer. Et la longueur de Planck, elle est donnée par cette formule, elle fait intervenir à la fois la constante de Planck, puisque c'est un effet quantique, et la constante de Newton, puisque c'est un effet de gravitation. Et bien, l'énergie qu'il faut mettre, c'est l'énergie gravitationnelle qu'aurait un trou noir de masse et d'un horizon, un rayon de Schwarzschild d'ordre LP, la longueur de Planck. Autrement dit, si vous voulez faire une expérience de pensée pour regarder qu'est-ce qui se passe dans l'espace à une échelle longueur Planck, et inévitablement, vous allez produire des trous noirs. Et des trous noirs, c'est des objets très singuliers, en particulier l'information, tant qu'elle est classique, ne peut pas sortir. Donc, il y a un problème. Bon. Donc, ces échelles qu'on appelle les échelles de Planck, cette très petite longueur et le très petit temps associé, qui est la longueur de Planck divisée par la vitesse de la lumière, c'est le temps qu'il faut pour la lumière pour parcourir une distance de la longueur de Planck, c'est 10 puissance moins 44 secondes. À ces échelles-là, la gravitation, il faut la traiter de façon quantique. Bon, donc l'espace-temps, il faut le traiter de façon quantique. Alors, une autre prévision importante, c'est qu'en fait, de même que le rayonnement électromagnétique, la lumière a un quantum qui est le photon, le champ gravitationnel doit avoir un quantum qu'on appelle le graviton. Alors, on n'a jamais observé de graviton parce que c'est quelque chose qui va être très très difficile, sauf peut-être par des effets très très indirects. Mais a priori, il doit y avoir un quantum de gravité qui s'appelle le graviton. Voilà. Bon. Alors, en particulier aussi, comme il y a ces échelles très petites, il y a une image que les physiciens ont. Alors, est-ce que ça correspond? C'est une image, après, il faut voir qu'est-ce qu'on en fait. C'est que à nos échelles, l'espace-temps, c'est quelque chose de régulier, l'espace-temps dans la relativité générale. Alors, aux échelles de 10 puissance moins 12 cm, donc pas l'échelle du centimètre ou l'échelle du mètre sur la table, l'espace-temps, on sait qu'il est encore très très plat, et ça, c'est les échelles de longueur et d'énergie qu'on a, par exemple, au LHC. Alors, on sait que si on va à des échelles d'énergie beaucoup plus grandes, 10-20 cm, qui sont typiquement les échelles à laquelle on s'attend à avoir une unification, plus grande unification des forces dans pas mal de modèles, mais ce n'est pas complètement garanti. On doit commencer à avoir des petites fluctuations quantiques de l'espace-temps. De la même façon qu'on peut décrire la propagation d'une particule par des sommes sur les histoires qui fluctuent quantiquement. Et puis, à des échelles de la longueur de Planck, eh bien, on s'attend à des fluctuations de la géométrie de l'espace-temps très grandes. Et voilà un dessin, c'est une représentation purement artistique, hein,
mais qui correspond à ce que certains théoriciens appellent space-time form, c'est-à-dire une espèce d'écume d'espace-temps. À cause des fluctuations quantiques, l'espace-temps est peut-être une superposition quantique de configurations avec des topologies et des géométries très compliquées d'écume. Alors c'est une écume quantique. Alors est-ce que l'espace-temps c'est une écume quantique ou est-ce que c'est quelque chose de différent ou d'encore plus compliqué? C'est une des questions qui sont poursuivies par les physiciens théoriciens. Voilà, donc retenez ce terme d'écume d'espace-temps. Alors, on arrive donc à la gravité quantique. Donc, j'ai déjà parlé de gravité quantique. Donc, essayer de construire une théorie quantique de la gravité, ça occupe les physiciens théoriciens depuis plus de 80 ans. Ça a commencé pratiquement de façon très heuristique avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a démarré bien dans les années 50-60. Pour beaucoup de physiciens, c'est considéré comme le plus grand problème de la physique théorique. Vous trouverez des gens qui ne vont pas être du tout d'accord, en particulier les gens qui font de la physique atomique, les gens qui font de la physique de la matière condensée. Par exemple, si on avait posé cette question, je suppose que des gens l'ont posée à Pierre-Gilles de Gennes, il aurait dit « mais non, ce n'est pas du tout ça le problème important de la physique », et pour certaines choses, il aurait eu raison. Voilà, mais c'est un des grands problèmes, et conceptuellement, il est là. On ne peut pas se dire « ah ben non, finalement, on peut le mettre… il est là ». C'est une espèce de gros éléphant dans la pièce. Alors, on peut trouver des coins où l'éléphant, ce n'est pas important. Il ne risque pas de casser des choses. Il y a des tas de coins. Mais voilà. Alors je voulais juste citer, il y a parmi tous les grands physiciens qui sont intéressés à ce problème, je voulais juste citer deux noms. Bryce DeWitt, qui est un physicien des hautes énergies et physicien de théorie quantique des champs et de relativité générale, qui a beaucoup travaillé toute sa vie là-dessus, qui est décédé il y a une dizaine d'années. C'était le mari de Cécile DeWitt, certains ont connu et qui est venu ici aussi. Et puis il y a évidemment aussi Stephen Hawking. Ok, mais il y en a d'autres. Voilà. Alors c'est un problème le problème de quantifier la gravité pose des problèmes techniques. Par exemple, il y a un problème qui est que la gravité est ce que les physiciens des particules appellent non renormalisable. Quand vous faites des calculs avec des petits diagrammes de Feynman, vous avez des grosses divergences. Il y a des problèmes conceptuels, parce que qu'est-ce que c'est que le temps dans une théorie où la géométrie est complètement fluctuante, donc vous n'avez pas de temps même local, il n'y a pas d'observateur local, il n'y a pas de quantité conservée locale, et il y a même des problèmes philosophiques importants à poser ça. Alors je ne vais pas en discuter, mais je vais vous dire simplement qu'un des théoriciens connus dans le domaine qui s'appelle Carlo Rovelli, qui est un très bon vulgarisateur, entre autres, et qui écrit aussi en français, qui a été professeur à Marseille, il distingue trois principales approches. Alors ne soyez pas effrayés par les mots. On peut faire de la quantification qu'on appelle covariante. Alors covariante, c'est en gros basé sur l'espace-temps et par exemple sur les idées des diagrammes de Feynman. Alors c'est une théorie qui, par exemple, je dirais un de ses aspects les plus avancés, c'est la théorie des cordes, qui sont une espèce de généralisation des diagrammes de Feynman à des cordes. Voilà. Alors il y a une idée de quantification canonique, entre guillemets, qui veut dire qu'on essaie de construire des états quantiques et des amplitudes de probabilité pour une théorie de la gravité. C'est des aspects qui sont traités en particulier par des gens ici. La théorie des gravités de boucle, la théorie des mousses de spin, c'est des choses comme ça qui sont assez intéressantes aussi. Et puis il y a la formulation sur la somme des histoires de Feynman. Alors évidemment, il y a des relations entre toutes, mais alors je vais parler plutôt d'un petit peu de comment est-ce qu'on peut essayer de faire quantifier la gravité ou se poser des questions sur la quantification de la gravité par la méthode de la somme sur les histoires de Feynman. Alors combien de temps il me reste? Bon, on a démarré un peu plus tard, mais je pense que je suis dans les temps. Alors, à quoi ça correspond d'essayer de faire une somme sur les histoires de l'espace-temps? Alors voilà, une configuration classique en relativité générale, c'est une configuration de l'espace-temps qui est donnée par une solution des équations d'Einstein. Alors là, j'ai représenté, c'est juste un dessin qui vous représente, vous imaginez par exemple que vous avez un espace-temps qui est unidimensionnel, c'est une boucle, c'est un cercle fermé, et il évolue dans le temps, donc votre espace-temps, il est bidimensionnel, mais vous pouvez imaginer que ça, c'est quelque chose, là, il y a 3 dimensions, il y a une temps, et puis, mais maintenant, vous avez une géométrie qui est quantique, donc la géométrie peut ne pas être la géométrie classique, donc j'ai représenté ça par des espèces de blobs, vous voyez. Ça veut dire en gros qu'il y a de la structure, il y a de la géométrie avec de la courbure dans l'espace-temps. Alors, si vous voulez faire une superposition d'histoire de l'espace-temps, voilà une histoire de l'espace-temps, voilà une autre,
et vous devez faire la superposition quantique de ces deux objets. Donc superposer de façon quantique, ça ne veut pas dire faire la moyenne, mais faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Voilà une espèce de superposition quantique de ces deux histoires. On peut donner un sens mathématique au moins formel à ça. Et puis dans la formulation de Feynman, vous devez sommer sur toutes les histoires. Donc en fait, vous devez sommer sur des tas, en fait un nombre infini, mais là j'en ai représenté déjà une dizaine, je pense, avec des couleurs différentes. Une espèce de magma, il y a une espèce de superposition. Ça commence à être une fonction d'onde sur les espaces-temps, ou ce que Hawking et Hartle appellent une fonction d'onde de l'univers. Voilà, représentée, ça c'est l'évolution d'une fonction d'onde de l'univers, représentée de façon extrêmement illustrative et primitive avec ces dessins. Voilà, et donc on arrive immédiatement on arrive au problème de qu'est-ce qu'on peut dire sur des géométries de l'espace-temps lorsqu'elles sont aléatoires. Quel va être l'espace-temps typique? Est-ce qu'on peut dire quelque chose dessus? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça explose complètement? Voilà le genre de questions que les physiciens théoriciens se posent, et on se le pose de façon plus précise depuis une trentaine d'années. Voilà. Alors, maintenant, je vais réduire. Alors, évidemment, le cas intéressant, c'est l'espace-temps quadridimensionnel. Tridimensionnel, c'est plus simple. Dans les théories des cordes, l'espace-temps, il peut avoir 10 dimensions ou 11 dimensions. Donc, on peut faire. Mais il y a un cas intéressant que je connais assez bien parce que j'ai contribué de façon un peu plus notable, c'est le cas de la gravité bidimensionnelle. Alors, gravité bidimensionnelle, c'est une espèce d'espace jouet dans lequel l'espace est unidimensionnel. C'est une droite, par exemple, le long de ce tableau noir, ou c'est un cercle, si je reviens sur moi-même au bout d'un certain temps. Et le temps, il y a un temps, et le temps est aussi unidimensionnel. Donc j'ai une dimension de temps et une dimension d'espace. Est-ce qu'on peut construire une théorie de gravité en une plus une dimension? Alors classiquement, une théorie classique, comme par exemple écrire des équations d'Einstein, ça donne quelque chose de trivial, c'est pas très intéressant, et on a une théorie qui n'a pas d'onde gravitationnelle, pas d'attraction entre les corps, donc c'est pas vraiment une théorie de la gravité au sens habituel. Voilà. Par contre, si vous commencez à vous dire, je vais construire une théorie quantique, par exemple, en sommant sur les histoires, cette théorie est elle peut être quantiquement non triviale, parce que à une dimension, l'espace, c'est juste une droite ou un cercle. Donc on a vu, comme on s'intéresse à la courbure intrinsèque de l'espace, c'est plat. Je veux dire, vous allez tout droit. Une ligne, c'est toujours plat pour un mathématicien. Il n'y a pas de courbure interne à une ligne. De même pour le temps. Le temps, c'est une ligne. Il ne peut pas être courbé. Mais par contre, si vous construisez un espace-temps bidimensionnel à partir d'un espace unidimensionnel, vous pouvez construire des surfaces qui sont comme ça, voilà, et qui ont, elles, de la courbure bidimensionnelle. Donc l'espace-temps peut être courbé, même si l'espace n'est pas courbé, le temps n'est pas courbé. Et voilà, par exemple, une région dans laquelle, dans ma représentation tridimensionnelle, mon espace-temps a une forme de selle de cheval, donc il y a une courbure négative, et ici, je suis en haut, donc il y a une courbure positive. Voilà. Donc quantiquement, en fait, on s'attend à ce que l'espace-temps a en deux dimensions, une dimension d'espace, une dimension de temps, puisse être intéressant. Et bien que ce soit une théorie très différente de la vraie gravité en une dimension d'espace et trois dimensions de temps, c'est une théorie qui s'avère très intéressante, qui intéresse les physiciens théoriciens, enfin des physiciens théoriciens et des mathématiciens depuis plusieurs décennies. Alors, une autre raison pour laquelle c'est simple et intéressant, c'est que si vous considérez un espace-temps qui est bidimensionnel, en gros, c'est une espèce de surface, ici, il est fermé sur lui-même, et il peut avoir une topologie, il peut avoir des formes différentes qui ne peuvent pas être transformées dans l'une de l'autre par des transformations continues. Mais en deux dimensions, la topologie d'une surface est assez simple. Ça peut être une sphère. Alors on dit qu'il y a une quantité qui s'appelle le genre G qui est 0. Ça peut être un anneau. À ce moment-là, on dit que le genre est 1. Et le genre, vous voyez, c'est le nombre de trous. Ça peut être un double anneau, un double tore, G égale 2. Ça peut être un triple tore. Ça, c'est la topologie, par exemple, du bretzel. Ça, c'est la topologie de la tasse de café.
Ça, c'est la topologie du bretzel. Ça, c'est la topologie d'un pot avec 2 anses. Et puis, etc., etc. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. La topologie d'une surface, elle est juste caractérisée par un entier, qui peut être 0, 1, 2, 3, 4, etc. Alors que la topologie des surfaces, des espaces en 3 dimensions, en 4 dimensions, en 5 dimensions, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Le cas le plus compliqué, d'après ce que j'ai compris par les mathématiciens, c'est 3 dimensions, parce qu'il y a encore des tas de problèmes qui ne sont pas résolus. Voilà. Et on a récemment résolu une conjecture qui s'appelle la conjecture de Poincaré, qui a pris beaucoup de temps. Voilà. Alors, ça, c'est un espace-temps continu. Alors, on voudrait faire, une des façons de quantifier cette gravité en une plus une dimension, c'est de construire une somme sur les histoires. Et là, il y a une astuce qui s'est avérée une très bonne idée, bien qu'elle paraisse très simple, qui consiste à faire de la gravité discrète. Alors, l'idée, j'ai représenté ici par des petits dessins, donc il y a beaucoup de simplifications, c'est on veut construire une surface ayant la topologie de la sphère, mais une métrique non triviale, d'une façon très simple. On prend une grande collection de grands n triangles équilatéraux, ils ont même taille. Alors là, j'ai mis des couleurs, mais c'est juste pour le distinguer. La couleur ne correspond à rien. Donc, vous avez des triangles équilatéraux, ils ont tous la même taille. Et dedans, c'est plat, hein, c'est un triangle. Vous pouvez le découper. Mais vous imaginez que vous les collez bord à bord. Par exemple, vous collez ce triangle, celui-là, celui-là, celui-là. Vous les collez pour essayer de faire une surface fermée, mais vous les collez de façon abstraite, sans référence à l'espace dans lequel ils vivent. Vous faites un collage combinatoire. Et vous obtenez comme ça une espèce de surface, et c'est une surface topologique comme ça, c'est ce que les mathématiciens vont appeler un complexe simplicial de dimension 2, avec de genre 0. En fait, vous pouvez le visualiser parce qu'un tel complexe, il y a un théorème qui vous dit que vous pouvez toujours le réaliser comme une triangulation de la sphère. Donc, par exemple, ici, vous voyez une image, j'ai collé mes triangles de différentes couleurs et j'obtiens des triangles, des petits triangles, il y en a des gros, il y en a des petits, et ils couvrent la sphère sans se replier. Donc ça, c'est une triangulation de la sphère qui a certaines propriétés. Mais donc vous avez une représentation de cette surface abstraite qui a la topologie de la sphère comme une triangulation de la sphère. Mais il faut bien voir que la surface qu'on considère, ce n'est pas une surface dans laquelle les triangles, c'est des triangles sur la sphère, c'est des triangles équilatéraux, et la longueur de tous les côtés, que les triangles soient grands ou très petits, la longueur de tous les côtés, c'est 1. C'est la même longueur. Donc c'est une surface dont la métrique qui est définie par les distances sur cette surface, ce n'est pas la métrique sur la sphère. C'est une métrique très compliquée, et non plate, évidemment. Mais voilà, parce qu'en gros, si vous voulez, on a une sphère, mais sur cette sphère, il y a une métrique et une distance qui varie beaucoup et qui est reliée à la géométrie de cette triangulation. Voilà. Bon, et à ce moment-là, on peut se poser des questions. Une fois qu'on a défini une somme sur les triangulations, comme une somme, une espèce de moyenne quantique sur des géométries 2D discrétisées, ben on peut se poser des questions. Comment compter le nombre de cartes? Est-ce qu'on peut compter le nombre de surfaces différentes qu'on peut construire avec n triangles, et n étant très grand de préférence? Par exemple, on peut se demander quelle est leur entropie, c'est-à-dire en gros quel est le nombre de surfaces de taille donnée et de topologie donnée. Quel nombre de surfaces de taille donnée, quel nombre de surfaces de taille donnée et de topologie donnée. Question plus triviale, moins triviale, moins simple, parce que c'est une question hautement non triviale sur laquelle je vais revenir, c'est quelle est la géométrie locale de ces cartes? À quoi ressemblent ces cartes d'un point de vue géométrique? Et puis, est-ce qu'on peut construire une théorie quantique comme une limite continue, se débarrasser de la discrétisation pour avoir une théorie quantique dans laquelle l'espace-temps serait quantique mais continu? Voilà le genre de questions que les gens se posent. Alors, ce genre de modèles, en fait, ils ont été introduits en 1984 par 3 groupes différents. Alors, il y avait Berkfinur Durus, Fröhlich, Thordur Jonsson. Il y a Volodya Kazakov, qui est un physicien à l'école normale, et Sacha Migdal, qui est aux États-Unis. Et puis, moi aussi, il se trouve que j'ai contribué quand j'étais à Princeton. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ce modèle, mais pas seulement. Alors, c'est un modèle très simple, en fait. Bon. Et on sait répondre à beaucoup de questions. En particulier, on sait répondre aux questions comment est-ce que je peux compter ces cartes?
calculer leur entropie en fonction de leur taille et comment ça dépend de la topologie. Alors ça, c'est un domaine qui s'est développé à partir des années 80 jusqu'à encore plein de travaux maintenant. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un domaine dans lequel, pour obtenir des calculs, il y a une combinaison de méthodes qui sont des méthodes de mathématiques pures et des méthodes de physiciens théoriciens et des discussions à l'interface entre les deux, aussi des méthodes de probabilité. C'est vraiment un domaine très riche qui intéresse beaucoup. Alors, il intéresse un peu moins les physiciens parce qu'on a des réponses à beaucoup de questions qu'on vous laisse répondre, mais les mathématiciens continuent à se délecter de ce genre de modèle parce qu'ils trouvent toujours des questions intéressantes et des liens avec d'autres problèmes. Alors, ici, j'ai représenté, il y a énormément de gens qui ont travaillé, mais j'ai représenté des gens, des physiciens et des mathématiciens dont les idées ont eu de l'importance pour ce modèle, même si c'était développé habituellement. Par exemple, voilà, William Tutt, c'est un mathématicien anglais et canadien qui est décédé il y a déjà quelques années, qui est en fait, c'est pas quelqu'un qui est connu du grand public, mais c'est quelqu'un qui est très connu à la fois des combinatoristes, et il est aussi très connu des crypto-analystes, parce qu'il est connu pour avoir craqué une des machines de codage des codes secrets allemands, pas Enigma, mais une autre, à Bletchley Park, quand il était jeune et qu'il était avec tous ces scientifiques qui travaillaient pour l'effort de guerre, comme Turing. Voilà. Mais donc, les travaux de Tutt ont inspiré des méthodes qui sont très importantes. Alors, Eugène Wigner est un physicien qui a travaillé beaucoup, en particulier en physique nucléaire. Gerhard Toft est quelqu'un qui qui travaille encore en physique des hautes énergies, il est très très connu. Alors Édouard Brézin, Claude Dixon, Giorgio Parisi et Jean-Bernard Zuber ont aussi fait une contribution très importante. C'était avant l'invention du modèle, mais dans des questions de physique des hautes énergies. Et puis, je voudrais mentionner aussi qu'il y a eu des idées très intéressantes pour étudier les topologies d'Édouard Brézin et de Volodya Kazakov, qui sont ici à Paris. Michael Douglas, c'est pas l'acteur, mais c'est un autre, Steve Schenker, et puis David Gross et Sacha Migdal, et puis j'aurais pu mettre des mathématiciens. Alors une question, une devinette pour les gens qui ne savent pas, combien y a-t-il pour montrer que le problème intéresse pas seulement des gens dans une petite niche, combien y a-t-il de prix Nobel dans cette liste? Au moins 2. Quoi? Au moins 2. Il y en a 4. Voilà, et j'aurais pu rajouter des médailles Fields même. Voilà, bon. Alors, donc je ne vais pas vous décrire les résultats, mais c'est un des domaines très intéressants. Alors, quelle est la géométrie locale de ces surfaces? On ne se contente pas juste de compter et de voir des trucs. Alors, il y a aussi beaucoup de résultats maintenant, mais je vais vous juste en montrer parce que je vais illustrer un peu. Alors, en fait, on peut regarder les propriétés locales d'une carte aléatoire, d'une espèce de triangulation aléatoire, et regarder si c'est un objet fractal ou un objet plat. C'est juste une espèce de variation avec des petites fluctuation d'une triangulation comme une triangulation du plan. Ben non, c'est un objet fractal et c'est même, en un certain sens, un objet multifractal. Je ne suis pas sûr exactement qu'on connaisse tout. Parce que, par exemple, on peut définir ce que les mathématiciens appellent la dimension de Hausdorff et les physiciens la dimension fractale. Et bien qu'on ait un objet qu'on ait construit avec des objets bidimensionnels et qu'on garde la contrainte que ça ait la topologie de la sphère, ça a une dimension de Hausdorff 4, et c'est quelque chose qui a été démontré premièrement montré avec certaines hypothèses par des physiciens, et puis après montré rigoureusement par des mathématiciens, et je pense qu'un des auteurs de la preuve est dans cette salle. Non. Bon. Voilà. Alors, il y a une autre dimension, je ne vais pas expliquer ce que c'est, mais ce qu'on appelle la dimension spectrale, qui est reliée à la façon dont une particule diffuse, classiquement, quand on est sur une surface. Et cette dimension spectrale, ce n'est pas 4, c'est 2. Donc, c'est un objet qui est un peu bizarre, mais très intéressant. Alors, là, c'est une représentation par un plongement qui n'est pas physique en 3 dimensions, d'une surface avec, je pense, 10 000 ou peut-être 100 000 triangles. Vous voyez que c'est un objet qui est très branchu. Ce qui explique qu'il ait une dimension de Hausdorff grande, plus grande qu'une surface. C'est une espèce de fractal intrinsèque, mais néanmoins, il a des tas de propriétés non triviales. Voilà. Donc voilà une image, et ça explique c'est le lien avec la belle
la belle figure qu'il y avait sur l'annonce de la conférence, à part que la couleur n'est pas la même, mais ce n'est pas exactement la même surface. Voilà. Et vous voyez qu'en fait, qu'elle est faite un peu avec des petits objets géométriques. Vous voyez, quand ils sont très gros, on a des endroits où c'est gros. Et ils sont tous des triangles de la même taille, mais simplement ils sont représentés dans l'espace à 3 dimensions. Mais vous voyez que c'est des espèces de triangles, des faces. Alors, je me demande si ce n'est pas des carrés dans ce cas-là, mais bon. Voilà. Bon, alors voilà. Alors un autre objet, c'est qu'est-ce que c'est qu'un triangle sur ces surfaces? Alors, un triangle en géométrie, c'est vous prenez 3 points, vous calculez les droites, c'est-à-dire les lignes de plus courte distance entre les sommets, vous construisez un triangle. Alors dans le plan, un triangle, vous le connaissez par la géométrie d'Euclide, voilà, c'est ça, un triangle, et puis vous avez des magnifiques formules. Si vous connaissez les 3 longueurs, vous connaissez son aire à l'intérieur. Vous pouvez calculer les angles. Bon. Alors, dans ces modèles de gravité bidimensionnelle, un triangle, en fait, génériquement, c'est un objet aléatoire. En fait, ça a une forme différente. Si vous considérez la ligne, la géodésique qui va du premier sommet au troisième et du premier au deuxième, elles sont communes pendant un certain temps, parce que l'objet est un peu branchu, donc vous avez des espèces de rétrécissement, vous devez passer par ça. Et puis ils finissent par se séparer. Donc c'est un peu une droite et puis un peu un triangle, mais un triangle et l'aire à l'intérieur du triangle, elle est donnée par des formules différentes. Et si vous aviez un arbre, un objet, imaginez un arbre. Vous prenez un arbre, vous enlevez les feuilles et vous prenez 3 points sur 3 branches et vous essayez de construire ce que vous appelez un triangle géométrique sur cet arbre. C'est évidemment un triangle dans lequel vous passez par un point et puis vous repartez. Vous descendez une branche jusqu'à ce que vous arriviez à une branche qui mène à ce point et vous partez et là et là. Voilà. Donc, oui, c'est une. Voilà. Donc, bon, c'est juste une illustration de ce genre de choses qu'on peut calculer. Et le calcul ici, pour montrer ça, il a été fait par certains de mes collègues à Saclay, et c'est un calcul hautement trivial et très, 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 très joli. Voilà. Alors, maintenant, dernière question, et là je vais être très rapide. Combien? J'ai encore 5 minutes. Ah, c'est parfait. Est-ce qu'il y a une limite continue de ces objets qui soit une théorie quantique? Eh bien, il se trouve que oui, et c'est une théorie de gravité que je ne vais pas expliquer, mais qui est la théorie de la gravité dite de Liouville-Polyakov. Alors, c'est une théorie qui a été en fait proposée et étudiée d'abord par un des grands physiciens théoriciens de l'époque actuelle, qui s'appelle Sacha Polyakov, qui était à Moscou et qui maintenant est à Princeton. Alors, il est moins connu que Feynman ou d'autres grands noms, Weinberg, du grand public, mais c'est vraiment quelqu'un qui a eu des idées très, très novatrices. Et bon, il n'a pas le prix Nobel, donc il est moins connu, mais... Et alors, il a proposé en particulier une théorie de gravité reliée aussi à la théorie des cordes, qui s'appelle la théorie de Liouville-Polyakov. Alors, ce brave Liouville, c'est Joseph Liouville, un des grands mathématiciens et physiciens du XIXe siècle, qui a proposé une équation classique pour des problèmes de géométrie. Alors, Joseph Liouville est aussi connu pour un théorème très important en mécanique classique, par des résultats sur les nombres premiers, sur la théorie des nombres. Bon, mais il y a une de ces équations qui, dans sa version quantique, étudiée par Polyakov, est une théorie quantique de la gravité, et son nom est attaché à Liouville. Bon, Joseph Liouville a évidemment jamais travaillé ni sur la gravité, ni sur, à ma connaissance, la relativité générale n'existait pas, ni sur la mécanique quantique. Voilà. Bon. Mais ceci dit, c'est un des grands hommes du XIXe siècle. Voilà. Alors, c'est une théorie quantique des champs pour la métrique en 2 dimensions. Alors là, j'ai représenté... C'est une théorie quantique d'un champ, donc typiquement, en fait, la métrique est décrite par un champ qu'on appelle le champ de Liouville, et voilà une configuration typique dans l'intégrale de Feynman du champ de Liouville. Alors ça, c'est les directions d'espace. Les 2 directions d'espace, on est en 2 dimensions, hein, l'espace, le temps, si vous voulez. Et en abscisse, c'est la valeur de ce champ de Liouville qui est en gros la densité de la métrique. Alors c'est un objet qui est très aléatoire, mais qui a des corrélations quantiques hautement non triviales, très intéressantes. Vous voyez, il y a des endroits où le champ de Liouville est très petit, et des endroits où il y a des gros pics, mais la statistique est non triviale. Alors c'est une théorie quantique qui a été étudiée par beaucoup de gens, et je voulais citer par exemple des gens avec qui j'ai collaboré au début du programme, mais qui ont réussi à construire mathématiquement, complètement rigoureusement par des méthodes probabilistes, cette théorie de Liouville,
et à l'étudier, montrer que des formules proposées par des physiciens avec certaines hypothèses étaient effectivement valides. Alors c'est Antti Kupienen qui est un physicien mathématicien à Helsinki, et Rémi Rode qui est à Marseille, et Vincent Vargas qui est actuellement à Genève. Voilà. Et c'est des gens jeunes, donc vous voyez, il n'y a pas que des gens un peu âgés qui travaillent sur ces sujets. Alors, quel est le rapport entre cette théorie quantique, que je ne vais pas vous expliquer, mais qui est vraiment une théorie quantique, quoi. On est content. Alors, c'est que, voilà une configuration typique quantique, avec les fluctuations quantiques du champ de Liouville. Alors, les pics hauts, c'est des régions où il y a beaucoup de métriques. Beaucoup de métriques, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espace. Donc, vous pouvez construire, en fait, vous faire un lien avec des triangulations aléatoires en jetant des points avec une probabilité qui est conditionnée par la valeur de ce champ de Liouville. Vous mettez beaucoup de points là où c'est haut, et vous mettez peu de points là où c'est bas. Et alors là, c'est un calcul que j'ai fait avec Mathematica, mais c'est quelques lignes de calcul, en fait. J'étais très content du résultat. De cette configuration, par cet algorithme un peu heuristique dans lequel je mets des points et je garde les points si le champ de Liouville est haut, j'obtiens un ensemble de points, et si je construis une triangulation à partir de cet ensemble de points, j'obtiens, voilà, une triangulation, et cette triangulation, elle est associée à cette configuration quantique du champ de Liouville. Et alors, je ne sais pas si quand vous êtes loin, vous voyez, mais vous voyez qu'il y a des endroits dans lesquels il y a beaucoup de points qui sont très denses, et des endroits où il y a peu de points. Alors là encore, c'est une triangulation. Alors si vous interprétez ça comme une triangulation aléatoire dans laquelle tous les triangles ont la même taille, et c'est des triangles équilatéraux, alors là, par exemple, je représente grossi, parce que pour que vous voyez bien qu'il y a des endroits où il y a vraiment des tout petits triangles, des endroits où il y a des grands triangles, et ça, c'est un petit bout. C'est ce qui se passe au centre de cette triangulation, où là, vous avez des triangles encore plus grands. Eh bien, vous avez quelque chose qui est en fait quelque chose d'analogue. Alors, prouver que c'est la même chose, c'est plus difficile, et c'est pas nécessairement... Mais à cette triangulation aléatoire qu'on peut construire aussi par d'autres moyens. Voilà. Voilà. Donc, voilà le type de problème qu'on se pose pour cette gravité et cette géométrie aléatoire en 2 dimensions. Hop. Voilà. Ben, je suis presque dans mes temps, je suis très content. Donc, conclusion, la conclusion, c'est que c'est à suivre, et en particulier par ce qui va se faire et ce qui commence à se faire. Alors, une des questions, c'est est-ce qu'on peut étendre ces idées pour les cas physiquement plus intéressants, pour la vraie physique de la gravité, c'est-à-dire en 1 plus 3 dimensions, notre espace-temps, ou à d'autres espaces-temps. Alors, il y a des méthodes qui ont été initiées par des gens qui ne sont pas là, parce que c'est Renate Loll, Jan Ambjorn et Jerzy Kurukiewicz, qui est un physicien polonais qui est malheureusement décédé récemment, qui sont de construire des triangulations en 1 plus 3 dimensions avec une contrainte de causalité. Bon, donc c'est un domaine assez actif, avec des résultats très intéressants, parce qu'ils pensent pouvoir faire le contact avec des problèmes de cosmologie ou d'autres choses. Il y a aussi des modèles de tenseurs aléatoires dans lesquels on fait de la géométrie aléatoire à 3 dimensions en plus, qui ont des relations intéressantes avec des problèmes d'information quantique aussi. Bon. Alors, il y a en fait des relations dont je n'ai pas parlé avec la théorie des cordes, qui est ce que beaucoup de physiciens et théoriciens considèrent comme la voie royale pour quantifier la gravité, mais pas tous. Il y a en fait des relations entre les questions que j'ai posées là et des théories des cordes, que je ne vais pas décrire, parce qu'il faudrait que j'explique ce que c'est que la théorie des cordes, et des gens peuvent le faire mieux que moi. Il y a des applications à d'autres choses, parce que j'ai parlé d'applications à l'information quantique. En fait, ces problèmes ont des relations à d'autres. Voilà. Et c'est une partie des problèmes qui est discutée en ce moment à l'IHP et ailleurs. Voilà. Donc, je suis à peu près tenu mon temps. J'espère vous avoir intéressé. Merci de votre attention, et n'hésitez pas donc à me poser des questions. Voilà. Merci. Comment ? Oui. Merci beaucoup François David pour cette conférence, donc, qui était avec plein de thématiques différentes. Donc j'imagine que ça a dû soulever pas mal de questions dans notre public. Donc la première question est toujours la plus difficile. Alors est-ce qu'il y a une courageuse ou un courageux ? Oui, parfait. Bonjour, merci, bonsoir. Merci pour la qualité de cette présentation.
Je voulais poser une question sur qu'est-ce que vous pensez de la théorie de la relativité d'échelle de Laurent Notal. Alors, je ne la connais pas vraiment, donc je préfère ne pas dire de bêtises dessus. D'accord. Voilà. Bon, il y a des tas de choses que je ne connais pas dans le domaine. Je sais qu'elle existe, mais bon, voilà. Parce que ça ressemble assez, de ce que je viens de voir, ça c'est... Oui, c'est possible. Il faudrait que je me replonge dans ces articles qui datent d'il y a un petit bout de temps. Alors, une autre question. Les physiciens des particules, ils ont l'air de considérer qu'il existe définitivement des gravitons, donc des particules qui sont Oui. je suppose, des éléments quantiques de gravité. Oui. Quel est le lien entre ce graviton et la théorie que vous venez de présenter? Alors, en 2 dimensions, il n'y a pas de graviton. C'est une théorie de géométrie quantique, mais il n'y a pas de propagation au sens d'onde gravitationnelle dont le quantum serait le graviton. Il reste des aspects intéressants de la gravité quantique, mais pas le graviton. Par contre, dans des théories en 3 dimensions, en 4 dimensions, alors en 3 dimensions c'est un petit peu spécial encore, en 4 dimensions et en dimension 5, 6, etc., donc dans des théories décrites par exemple par des théories des cordes, il y a un graviton. Il y a un graviton quand on fait des calculs perturbatifs, on linéarise la gravité, il y a des ondes planes, et si on les quantifie par des méthodes habituelles, bon, il y a des tas de points techniques, mais je dirais, il y a des gravitons. Par contre, au cas de 2 dimensions que j'ai traitées, ici, il n'y a pas de graviton. Ça, c'est clair. Alors, si quelqu'un en haut de l'amphithéâtre pouvait poser une question, ça éviterait de redescendre, ce serait très gentil. Merci beaucoup, monsieur. Oui, merci de cette conférence. J'ai observé quand même que la 3e partie, oui. On se demande quelle est la relation avec le quantique. C'est de la géométrie, c'est de la topologie. Bon, mais alors, on ne voit pas pourquoi le quantique interviendrait là-dedans. La relation, c'est l'aléatoire. Parce qu'on étudie les propriétés typiques, moyennes de géométrie. On considère toutes les géométries, on les pondère avec le bon poids, et on sait là que ça doit correspondre à une théorie quantique. Et la relation, elle est représentée dans ce transparent qui était juste une illustration, mais qui, voilà, on ne s'intéresse pas à une géométrie particulière, mais à quelles sont les propriétés moyennes d'une somme sur l'ensemble des géométries. Alors, donc on est dans l'univers des probabilités. On a un ensemble d'objets. Donc on a un espace de probabilité avec une loi de probabilité, et la loi de probabilité, elle est donnée par faire une relation avec un modèle quantique de gravité, en 2 dimensions dans ce cas-là. Et puis, on s'intéresse aux valeurs moyennes, aux probabilités conditionnelles, aux corrélations. Bon, on peut calculer des tas de choses plus ou moins facilement. J'ai présenté que de façon très illustrative des choses comme ça, mais on est dans le domaine des probabilités sur des géométries aléatoires. Et c'est parce que c'est aléatoire et qu'on doit faire des calculs de probabilité qu'on est en train de considérer un problème quantique. Voilà. Donc la relation que je n'ai peut-être pas assez insisté, c'est on a un aléatoire qui est un aléatoire quantique. Et on ne peut pas choisir n'importe quel aléatoire sur des ensembles, par exemple, de géométrie aléatoire. Il y a des problèmes très intéressants de géométrie aléatoire qui ne correspondent pas à un problème quantique de gravité, mais à d'autres problèmes. Certains sont des problèmes de physique très intéressants. Mais voilà. Donc la relation, c'est aléatoire quantique.
réexpliquer comment la triangulation survient juste après la somme sur les histoires de Riemann? The Feynman, pardon. Alors, je suis peut-être passé un peu rapidement, mais ce qui se passe typiquement, c'est que au lieu de considérer des surfaces de Riemann aléatoires, parce qu'une surface de Riemann, c'est un objet continu, ben, on considère une surface discrétisée de Riemann aléatoire. On peut imaginer quelque chose d'assez simple, une analogie en une dimension, en fait, qui est une façon de traiter la mécanique quantique. Si vous considérez, par exemple, il y a un objet, je pense que vous connaissez le terme, qui s'appelle le mouvement brownien. Le mouvement brownien, c'est une particule qui bouge et qui, en gros, change de vitesse avec un incrément aléatoire à chaque instant du temps. Donc, si on décrit un diagramme d'espace-temps, où ça, c'est la position de la particule et ça, c'est le temps, eh ben, un mouvement brownien, c'est un objet qui est... Bon, on peut j'ai des images sur mon ordinateur, le mouvement brownien. J'espère que les probabilistes dans la salle ne vont pas hurler. C'est un objet qui est infiniment... alors, il n'est pas discontinu, il est continu, mais sa vitesse, en fait, sa variation est infinie en tout point. Voilà. Bon. Alors, ça, c'est un brownien. Bon, c'est un objet très, très bien compris par les mathématiciens et par les physiciens. D'ailleurs, je crois que Brown était plus ou moins un biologiste au début. Il a initié ça pour les mouvements dans des particules. Bon, alors, discrétiser un mouvement brownien, c'est de dire simplement que on va discrétiser le temps. On considère que la particule se déplace par saut. Et puis, simplement, elle fait un saut, hop, comme ça, puis 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 comme ça. Et l'incrément est discret. Voilà. Donc, en gros, notre chemin, il est... Là, on a un brownien discrétisé. Donc, au lieu d'avoir un mouvement continu, aléatoire, on a un mouvement avec des sauts dans le temps, discrétisé. Bon, donc, alors, il se trouve que, et ça aussi, c'est très bien compris par les mathématiciens et les physiciens, c'est que on peut construire, on a une limite, on a un intervalle de temps que je vais appeler delta t. Delta, ça veut dire que c'est un incrément dans le temps. Et on peut faire tendre cet incrément dans le temps vers 0 en ajustant les paramètres de façon à retrouver le vrai brownien, donc à temps continu, en prenant la limite delta t tend vers 0. Voilà. Donc l'idée qu'on a dans ce genre de modèle, c'est qu'on discrétise une surface aléatoire par une surface fabriquée avec des triangles. Mais il y a de la courbure là-dedans, c'est pas une... ça peut être une triangulation avec celle qui est représentée. C'est pas des triangles, un pavage hexagonal du plan. Et puis, donc ici, on a un intervalle delta L, la taille de vos triangles. Et puis, est-ce qu'on obtient, dans la limite delta L tend vers 0, un objet aléatoire continu. Donc aléatoire, donc quantique dans un certain sens, mais continu. Et la réponse est oui. Et il y a des théorèmes de mathématiques qui vous disent que comment construire cet objet continu et aléatoire et quelles sont ses propriétés. Voilà. Mais c'est très commode, il y a beaucoup de problèmes dans lesquels discrétiser, c'est introduit des simplifications. Et il faut vérifier si c'est une bonne approximation. Mais dans tous les calculs de dynamique des fluides, la météo, les calculs de matériaux, on discrétise la matière, on discrétise le matériau, on discrétise l'atmosphère, et on voit comment contrôler l'approximation. Une partie des études que j'ai présentées ici, je n'ai pas présenté, mais une partie des études, c'est des résultats qui sont basés sur des calculs ou des preuves. Il y a des résultats qui sont basés sur des preuves analytiques,
il y a des calculs avec des probabilités ou de l'analyse, il y a des calculs qui sont basés sur des formules de dénumération, des formules combinatoires. On a des formules avec plein de factoriels, de fonctions gamma, des trucs, des formules très longues, mais qui sont complètement explicites. On peut calculer avec un nombre de précisions arbitraires et qui donnent le bon résultat. Et puis, il y a des études, quand on étudie les statistiques de ces géométries aléatoires, qui sont basées sur des simulations par ordinateur, comme on le fait en physique, en chimie, en biologie, en météo, en résistance des matériaux. Voilà. Oui. Oui, merci pour cet exposé sur ce sujet passionnant. Donc, en fait, j'ai une question sur la nature, parce que j'ai l'impression que comme s'il y avait deux types de fluctuations quantiques. Donc, on sait qu'en fait, les courbures de l'espace-temps sont reliées à un tenseur ou tenseur de énergie-impulsion qui lui-même, donc, la matière est quantique, donc il a des fluctuations quantiques. Oui. Et puis, il y aurait donc peut-être des fluctuations quantiques intrinsèques du temps, de l'espace-temps, sans aucune matière. Est-ce qu'il s'agit de deux types de fluctuations quantiques complètement différents, ou ils sont reliés, ou c'est deux fois, c'est une façon de dire la même chose Alors, ce n'est pas les mêmes, mais ce que je dirais, c'est que dans un modèle de gravité quantique avec de la matière quantique, la matière quantique en espace-temps ordinaire dans la relativité, maintenant on sait relativement bien la construire. On a les modèles standards de physique des hautes énergies, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas faire, mais on sait faire. Donc dans l'idéal, ce qu'on cherche à faire, ce qu'on arrive à faire dans certains cas, mais certains cas seulement, c'est d'avoir une théorie quantique à la fois de la gravitation et de la matière qui est dans cet espace-temps. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est construire un espace-temps quantique sur lequel vit de la matière quantique. Donc il y aura des fluctuations quantiques du champ de matière, ça est écrit par un champ, enfin, ne soyez pas effrayés par le terme. Il y aura des fluctuations quantiques de la matière et il y aura des fluctuations quantiques de l'espace-temps. Mais dans les deux cas, c'est des fluctuations quantiques. C'est la même théorie quantique qui doit décrire ces deux fluctuations. Et il n'y a pas moyen d'avoir des fluctuations d'une sorte pour la matière et des fluctuations quantiques d'une autre sorte pour la gravité. Par exemple, ce que je pourrais dire, il y a quelque chose qui est une propriété très importante de la mécanique quantique qui découle en fait de théorèmes de mathématiques. En fait, ça découle de théorèmes sur les algèbres des opérateurs. C'est qu'on ne peut pas avoir une théorie avec une théorie 1, avec je ne sais pas quoi, par exemple de la matière ou des champs 1, des champs, des particules, avec un h bar 1 qui vaut, alors j'ai déjà oublié que la valeur de h bar c'est quoi? C'est 6, ou 3. 6, 10 puissance moins, combien c'est? Combien? 20, un truc comme ça. Et puis on peut avoir d'autres champs avec un h bar 2 qui vaut, je ne sais pas, 1. Ça, non. Et qui interagissent. Vous pouvez imaginer que vous avez un univers avec des champs, puis quelque part vous avez un univers parallèle, mais ils ne se communiquent pas du tout, avec un autre h bar 2. Mais à partir du moment où vous avez un univers 1, vous imaginez que vous êtes dans un multivers, avec un univers 1, et puis un univers 2, quelque part dans un grand multivers. Le multivers, c'est un concept à la fois en physique, c'est un concept dans science-fiction, dans les univers de super-héros, etc. À partir du moment où vous pouvez changer un quanta de quelque chose, par exemple un photon, entre un univers 1 et un univers 2, il suffit qu'il y ait un quanta qu'on puisse utiliser. H bar 1 doit être égal à H bar 2. Alors, je ne vais pas expliquer pourquoi, mais c'est lié. Voilà. Enfin, en tout cas, je pense. Donc, c'est la même quantique. Donc, en particulier, maintenant, dans notre cas, on a une partie qui est l'espace-temps. On a une partie qui est la matière
énergie. Mais à partir du moment où ils sont couplés, et ils doivent être couplés par des gravitons. Dans l'équation d'Einstein, ils sont couplés. La matière, elle crée un peu de champ de gravité, elle creuse l'espace-temps, donc elle échange avec l'espace-temps. C'est le même h bar. Donc, le même quantique. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors, est-ce qu'il reste une dernière question? Notre conférence touche à sa fin. S'il reste une question, on peut la prendre. Alors, des gens qui n'ont pas encore posé de questions. Bonjour et merci pour cette belle conférence. Je vous autorise à enlever votre masque pour que je vous entende mieux. Je ne comprends pas bien tout simplement ces petites lignes-là et puis ce petit fond qu'on trouve sur la figure qui est en bas à droite. Oui. Est-ce que j'ai raison de dire que ces lignes-là sont des lignes d'univers mais qui sont des géodésiques et le fond, ça serait quelque chose pour représenter ce que l'espace-temps dont vous parlez. Enfin, c'est ça que je ne comprends pas. Je ne comprends pas le lien ça, entre... c'est une image vraiment très, oui, très mais le très, sens très de cette abstraite. image. Ça représente juste une histoire, un espèce donc c'est des lignes d'espace, c'est des lignes d'univers. En fait, vous avez un espace-temps, et à cet espace-temps, alors je n'ai pas expliqué du tout qu'est-ce que c'était qu'une superposition quantique, parce que j'ai voulu aller très vite et pas vous noyer dans des détails techniques. Mais en gros, dans la somme des histoires de Feynman, donc c'est quelque chose qui est déjà vrai. C'est des sortes de sommes sur des lignes d'univers, non? Est-ce que je peux dire ça? Oui, mais si on retourne à cette description, en fait, la somme sur les histoires dans la somme des interprétations, à chaque histoire, à chaque chemin avec une couleur différente, en fait, sommer des chemins, mathématiquement, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'à chaque chemin, par exemple, j'ai mon chemin là, je ne sais pas quoi, mon chemin rouge. À ce chemin rouge est associée une amplitude de probabilité. Alors, l'amplitude de probabilité, c'est un nombre, c'est une phase quantique. Donc, si vous avez fait un peu d'optique ou d'électromagnétisme, ça se représente comme un nombre complexe, cosinus plus i. Donc c'est exponentielle i, i c'est racine de moins 1, fois une certaine phase, donc un angle, associé à ce chemin. Donc j'ai un phi rouge. Et ce phi rouge, c'est un nombre entre 0 et 2π. Si maintenant, comme j'ai des craies de couleur, si maintenant j'ai mon chemin bleu, je lui associe une phase, E puissance I, phi bleu. Mais ça, c'est le chemin rouge. Il n'y a pas de rouge, mais j'ai un chemin orange. Représenter qu'il doit y avoir un chemin orange là-dedans. C'est E puissance I, phi orange. OK? Et quand on dit somme sur les chemins, ça veut dire qu'on prend la moyenne sur ces phases. Alors, les chemins, ce n'est pas des nombres. Donc, quand on dit qu'on fait une moyenne sur les chemins, une superposition sur les chemins, c'est un langage. C'est un terme de langage. Ce que ça veut dire, c'est à chaque chemin, j'associe une phase quantique et dire qu'on fait la moyenne sur les chemins, la superposition des chemins, c'est qu'on fait la somme, en fait c'est une intégrale infinie, mais en gros on fait une certaine somme mathématique, somme sur les chemins de exponentielle i fois la phase associée à ce chemin. Et on somme sur les chemins appartenant à un certain ensemble de chemins. Donc voilà ce que ça veut dire. Et donc on associe à cette superposition sur les chemins une superposition de phases qui est un nombre complexe, qui est à la fois un nombre qui va être une espèce de un nombre réel, qui est une racine de probabilité, en fait, qui va être la racine d'une certaine probabilité. On va avoir un nombre réel fois E puissance I, une phase globale. Et ça, c'est des nombres assez compliqués, parce que
quand on fait des sommes sur des chemins, il y a des tas d'interférences. Il y a des interférences constructives, il y a des interférences destructives. Quelle est la nature physique de ce qu'on obtient? Donc, parler de superposition sur les chemins, ça veut dire faire une moyenne sur des phases, mais moyenner sur des phases, ça veut dire qu'il y a des interférences. Et c'est précisément ces fameux phénomènes d'interférence quantique qu'on voit partout dans le monde quantique. Oui, mais quelle est la nature physique de ce qu'on obtient? Est-ce que c'est une métrique d'espace-temps? Est-ce que c'est cette grandeur R exponentielle? Dans l'image que j'ai, dans l'espèce d'image ultra sématique que j'ai représentée un peu plus loin, comme je l'ai dit, je faisais des images, donc je mettais beaucoup de simplification. À chaque histoire d'espace-temps, donc à chaque espèce de dessin de surface que j'ai représenté, est associée une certaine phase quantique donnée par la théorie de la gravitation qu'on essaie de quantifier. D'accord? Donc au lieu de ça, maintenant, on a une somme sur des espaces-temps. Et chaque espèce d'objet de couleur, c'est un espace-temps. Et puis on a une exponentielle de I, enfin une certaine phase associée à cet espace-temps. Et on a une règle pour nous donner ça. Et si on définit bien l'ensemble des espaces-temps sur lesquels on moyenne avec une bonne mesure, on obtient une espèce de phase qui correspond plus ou moins à la fonction d'onde psi pour l'état quantique. Donc une fonction d'onde de l'univers au sens de Hartle et Hawking. Voilà. Donc ce dessin, c'est une façon illustrative de représenter une moyenne, une somme sur des phases quantiques associées à chaque histoire de l'espace-temps. Et donc il va y avoir des interférences quantiques entre ces espaces-temps. Voilà. Donc mathématiquement, on se fait une idée, après calculer, définir ça rigoureusement, ça peut être très difficile ou on ne sait pas faire en 4 dimensions par exemple, mais voilà ce que c'est. Donc c'est vraiment une espèce d'image. C'est une image, mais au même titre que cette image sur laquelle vous n'avez pas tiqué parce que je vous ai un peu manipulé. Mais il y a, pour la mécanique quantique habituelle, tout ceci, il y a une théorie bien définie. C'est expliqué dans tous les bouquins. J'ai même écrit un bouquin en français mais c'est un cours de master, donc au niveau master, deuxième année de master en physique quantique ou en physique de hautes énergies, tout ceci, les étudiants l'apprennent. Voilà. Merci beaucoup François David, merci beaucoup donc, pour votre conférence ainsi que pour toutes ces explications complémentaires et ces réponses aux questions du public après la conférence. Donc merci à vous, merci beaucoup d'être venus. Donc, je vous rappelle que l'IHP propose régulièrement des programmes ouverts à tous les publics comme celui-ci ce soir. Donc, en lien avec la programmation scientifique de recherche de l'IHP, nos prochaines thématiques seront autour des mathématiques et du cerveau à partir du mois de mars. Et comme je vous le disais, à partir de la fin du printemps, début de l'été, nous aurons la Maison Poincaré qui sera un musée dédié à accueillir tous les publics avec plein de thématiques différentes autour des mathématiques et de la physique théorique. Voilà, merci beaucoup à vous, bonne soirée. Bon, merci beaucoup, merci à tous. Oui, il faut fermer là. C'était bien alors Voilà, il y a eu du monde, donc c'est chouette. Vous avez un public attentif et nombreux. Non, puis il y a eu des questions, il n'y a pas eu de questions pièges.